Les dragons et Tolkien, c'est quasiment une histoire d'amour, ces créatures incontournables des mythes et textes anciens étudiés et traduits par le professeur sont devenus des figures essentielles de la fantasy, et on peut dire que l'auteur n'y est pas pour rien. Je vous propose de nous lancer avec délice et frisson sur la piste des grands vers qui ont déployé leurs ombres sinistres sur la Terre du Milieu. Comme vous le savez peut-être déjà, la meilleure façon d'à la fois lire ou écouter Tolkien tout en soutenant la chaîne consiste à souscrire à un essai gratuit et sans engagement de l'application Nextory. En passant par le lien en description et en commentaire épinglé, vous aurez 45 jours pour en découvrir les qualités et profiter des bienfaits de l'évasion par l'imaginaire. Outre Tolkien, vous retrouverez des livres de J.R.R. Martin, de David Gemmell, et bien sûr des genres différents comme de la science-fiction, du suspense, de la romance, etc. Faites-vous plaisir. On peut supposer que les premiers dragons ayant marqué l'imaginaire de Tolkien sont Fafnir, que le héros Sigurd va tuer dans la mythologie scandinave, et le dragon que le légendaire Beowulf parvient à réussir lui aussi, mais au prix de sa vie. La connaissance aiguë que Tolkien avait de ces histoires et de notoriété publique, Christopher Tolkien a ainsi publié à titre posthume 2 ouvrages s'appuyant sur les travaux que son père avait consacrés à ces 2 sources essentielles. Le premier ouvrage est la légende de Sigurd et Gudrun que Tolkien écrivit avec l'ambition de compléter et coordonner les diverses versions disponibles dans des sources historiques telles que l'Edda de Snorri, la chanson des Nibelungen ou encore la Volsunga saga. Le second ouvrage se nomme Beowulf, traduction et commentaires, et il propose notamment une traduction en prose du célèbre poème. En outre, J.R.R. Tolkien donne même une conférence ayant pour titre Beowulf, les monstres et les critiques, qui se tint le 25 novembre 1963. Sur la couverture de l'ouvrage consacré à Beowulf, on a une illustration de dragon de la main de Tolkien, et qui nous informe sur l'apparence longiligne et nettement serpentiforme qu'il imagine pour ces créatures, et qu'on retrouvera dans l'œuvre décrivant son célébrissime monde secondaire. Pour Tolkien, aucune équivoque possible, les dragons sont des êtres profondément maléfiques, égoïstes, meurtriers, vicieux et cupides, qui auraient pu imaginer et animer de si terrifiantes et odieuses créatures, si ce n'est Morgoth lui-même, celui par qui l'imperfection souilla Arda. On peut imaginer des tas d'explications plus horribles les unes que les autres, mais l'origine précise des dragons se perd dans les relents de sorcellerie corrompue exhalés par les tréfonds de la forteresse d'Angband. Morgoth avait déjà perverti des êtres pour obtenir les orques, sachant que Tolkien lui-même ne parvient jamais véritablement à se satisfaire d'une explication précise à ce sujet, même si son fils Christopher choisit celle des elfes corrompus pour la publication du Silmarillion. Pas plus de certitude quant aux détails de la conception des dragons, sont-ils des maillards corrompus, comme les Balrogs, ou encore des créatures des profondeurs de la Terre que Morgoth aurait modifiées et renforcées? Je penche plutôt pour cette seconde solution. Une seule certitude, les dragons furent pensés pour remporter la guerre contre les elfes Noldor, car les orques et Balrogs ne suffisaient pas, le Seigneur des Ténèbres en était convaincu. Ainsi, dans l'esprit tortueux et nihiliste de Morgoth, les dragons sont une arme secrète à ne dévoiler qu'au moment propice pour se débarrasser définitivement de ces excités qui quittèrent Valinor et bravèrent l'interdit des Valar, tout ça pour venir se friter avec un archange déchu et récupérer 3 cailloux brillants. Malheureusement, tous les plans ne se déroulent pas toujours sans accroc, et c'est avant d'avoir pu terminer sa croissance que le tout premier dragon sortit des profondeurs enfumées et maudites sous les pics du Sangorodrim. Cette créature de cauchemar se nommait Glaurung, et il est réputé comme le père des dragons. En l'an 260 du Premier Âge, les armées des seigneurs Noldor maintenaient alors un siège déterminé depuis 2 siècles déjà, autour de la forteresse d'Angband. Glaurung était le premier dragon donc, mais aussi le premier de l'espèce des Uruloki, les dragons cracheurs de feu. Son apparence s'approchait de celle d'un immense saurien, pourvu de 4 pattes mais sans ailes. Il était formidable de par sa puissance physique et son souffle dévastateur, mais là n'étaient pas ses seules armes et pouvoirs, comme on le verra plus tard. C'est de sa propre initiative que le dragon sortit de la place forte pour attaquer les lignes elfiques. Entre terreur instinctive, effet de surprise et puissance du souffle destructeur, les Noldor se replièrent un temps avant que Fingon ne reprenne les choses en main et ne mette le monstre en déroute avec une compagnie d'archers. À cet échec s'ajouta la fureur de Morgoth de voir sa botte secrète précocement révélée. Il s'ensuivit près de 2 siècles de tranquillité pour les elfes et le Beleriand. Lors de la bataille de la flamme subite qui survint en l'an 455 du Premier Âge, ce fut encore Glaurung qui sortit en fer de lance des troupes maléfiques. Cette fois, il avait atteint sa taille adulte et l'apogée de sa puissance. Les Balrogs venaient derrière Glaurung dans cette charge, ce qui laisse nettement supposer que le dragon était capable de ravages supérieurs à ceux de cette élite
des troupes de Morgoth. 17 ans plus tard, Glaurung joua encore un rôle essentiel durant la bataille des larmes innombrables, alors que Morgoth jetait ses ultimes forces, au centre desquelles le père des dragons et une partie de sa progéniture. Glaurung fut si décisif qu'il parvint à séparer deux armées elfes, celles de Maethros et de Fingon. Toutefois, les nains de Belegost tinrent bon face à lui et sa terrible chaleur, en partie grâce à leur masque. Azaghal, le seigneur nain, parvint à blesser Glaurung avant de succomber lui-même, ce qui força la retraite du Grand Ver et des dragons inférieurs qu'il dirigeait. Cette bataille fut néanmoins remportée par les forces du mal, notamment grâce à Gothmog et ses Balrogs, mais ne nous perdons pas dans les récits de bataille et revenons à Glaurung et aux dragons en général. Les écailles de ces monstres sont presque impénétrables, mais ils souffrent d'une faiblesse au niveau de l'abdomen, ils vivent plusieurs siècles et sont dotés de raison en plus de leur puissance physique colossale. On peut ajouter qu'a priori les dragons naissent dans des œufs et que parfois ils portent des cornes. Glaurung était un être rusé et doué de la parole, qui plus est, il était capable de contrôler les volontés les plus indomptables grâce au pouvoir hypnotique de son regard. Lorsqu'il avait une cible sous son contrôle, sa suggestion était intense et son emprise était si forte qu'il pouvait effacer les souvenirs sur de nombreuses années. Malgré ses quatre pattes relativement courtes et puissantes, Glaurung est décrit comme se déplaçant par reptation. Quant à sa taille, on n'en a aucune estimation précise fournie par l'auteur, même s'il ne fait aucun doute qu'il était massif. Les approximations des fans varient entre 30 et 300 mètres de long, sachant que 60 mètres me semble amplement suffisant pour en faire une créature presque invincible. Il dirigeait d'autres dragons ainsi que des orques. Il régna même pendant quelques années sur les ruines de la cité de Nargothrond qu'il avait mise à sac. Il s'y reposait sur les richesses amassées dans la pure tradition du dragon possesseur d'immenses richesses qu'on retrouvera plus tard avec Smaug notamment. La signification même de son nom est incertaine. En revanche, son destin est connu pour être tragiquement lié à ceux des enfants de Húrin, sur qui pèse bien sûr la malédiction de Morgoth. Je ne ferai pas l'erreur d'un pauvre résumé grossier de l'histoire de Túrin Turambar ici, mais disons que la malveillance de Glaurung fut la pièce maîtresse dans le dénouement cruel de l'histoire de ce héros tragique. La mort de Glaurung rappelle celle de Fafnir, tué par Sigurd. En effet, si Sigurd ou Siegfried, selon les versions, creuse des fosses et se cache au fond de l'une d'elles pour surprendre le monstre par le dessous, Túrin va profiter du passage de Glaurung par-dessus une ravine pour plonger sa terrible lame noire dans le ventre de la bête. Des dragons participèrent plus tard à la chute de Gondolin, la dernière grande cité des Noldor, qui fut assaillie en l'an 510 du Premier Âge et dont la défaite marqua la grande victoire de Morgoth sur les elfes. Ces dragons sont a priori les rejetons de Glaurung, de grands reptiles qui rampent et crachent le feu. Comme on le sait, la victoire de Morgoth ne fut que temporaire, puisque Eärendil accomplit l'exploit d'atteindre Valinor à bord de son navire, le Vingilot, que Círdan le charpentier l'avait aidé à concevoir. Le Silmaril, porté par Elwing, l'épouse d'Eärendil, aida certainement le couple à atteindre enfin ces rivages pourtant interdits aux mortels. Les suppliques d'Eärendil furent entendues et les Valar acceptèrent de déchaîner sur Morgoth la guerre du Kourou. Ce n'est pas avant cette attaque des elfes de Valinor, soutenue par les Valar eux-mêmes, que Morgoth se décida à révéler sa plus terrible invention avec les dragons ailés, dont le plus effroyable spécimen était Ankalagon le Noir. Ces dragons volants étaient aussi des Uruloki, des cracheurs de feu, sachant que le texte mentionne aussi un déchaînement d'éclairs et une tempête de feu à leur approche. Ces créatures sont littéralement l'arme ultime de Morgoth, et pendant un temps elles forcent l'armée venue de Valinor à battre en retraite au bord de la déroute. Comme c'est le cas pour tous les dragons d'importance chez Tolkien, le destin d'Ankalagon viendra d'un seul homme, un demi-elfe en l'occurrence, puisque Eärendil, père d'Elrond et Elros, on peut le rappeler, surgit des cieux à bord de son navire désormais volant. Il est accompagné des aigles géants menés par leur roi, Thorondor, dont on dit que l'envergure atteignait les 55 mètres. Une bataille meurtrière s'engage dans les cieux, et on peut dire que c'est miraculeusement qu'Eärendil va parvenir à abattre Ankalagon. À vrai dire, on ne peut que se faire sa propre image mentale de cet affrontement titanesque, le plus déséquilibré peut-être de tous les combats de la Terre du Milieu, si ce n'est éventuellement le duel entre Fingolfin et Morgoth. On ne sait pas du tout comment Eärendil s'y est pris pour vaincre Ankalagon, même s'il ne fait guère de doute que le Silmaril en sa possession a nécessairement joué un rôle essentiel, connaissant les dommages que ce joyau est capable de causer aux créatures maléfiques. Ankalagon était sans nul doute possible le plus puissant dragon ayant jamais existé. Il y a d'ailleurs tout un débat enflammé, ce qui est de bonne guerre quand on parle d'Uruloki, quant à la taille véritable d'Ankalagon. Seule certitude, le dragon était très largement plus grand que l'aigle Thorondor, dont j'ai précédemment précisé la taille, 55 mètres d'envergure. Ainsi, Ankalagon pouvait mesurer entre 100 mètres d'envergure au moins, et une taille dont les seules limites sont votre imagination,
sans oublier l'espace par lequel il a dû passer pour s'extraire des profondeurs de la forteresse de Morgoth. Les estimations les plus délirantes découlent d'une interprétation des conséquences de la chute d'Encalagon, puisqu'il aurait brisé les sommets des pics des Sangorodrim, ces 3 montagnes volcaniques surgies de la terre lorsque Morgoth était revenu s'installer en terre du milieu à Angband. Ceci dit, le lien de causalité entre sa chute et celle, sans doute symbolique, de ces pics n'est pas si clair quand on sort d'une interprétation purement littérale. Ce qui importe, c'est qu'Encalagon et les autres dragons volants étaient la dernière carte de Morgoth. Une fois ces monstres vaincus, le pouvoir de Morgoth s'est effondré et avec lui les pics. Mais l'histoire des dragons ne se termine pas avec Encalagon, tout comme leur espèce ne se limite pas au seul cracheur de feu. Je vais vous expliquer tout ça, un peu de patience. Les dragons sont les grands absents du deuxième âge et cela pose un certain nombre de questions quant au rapport que Sauron a pu entretenir ou justement ne pas entretenir avec eux. On sait que les dragons vivent longtemps et que ceux qui ont survécu à la chute de Morgoth se sont réfugiés loin au nord. La plupart étaient a priori au nord de la barrière des montagnes grises appelée Ered Mithrin en Sindarin, cette chaîne qui s'étend d'est en ouest et qui marque en quelque sorte une frontière naturelle avant les étendues glacées du Forodways. Les montagnes grises rejoignent les montagnes de brume à l'ouest au niveau du mont Gundabad et se terminent vers l'est en 2 bras parallèles entre lesquels s'étend la lande desséchée. Avant le troisième âge du monde, c'est dans cette lande que vivaient les dragons les plus proches de la civilisation. Il reste nécessairement de rares Uruloki, parmi eux des cracheurs de feu, les ancêtres de Smaug notamment, mais on peut raisonnablement supposer que la plupart devaient déjà être des dragons de froid, qui restent des créatures extrêmement dangereuses, qu'elles soient volantes ou rampantes. Les dragons de froid n'ont aucun souffle, que ce soit de feu ou de glace, ce sont juste de longs carnassiers dotés d'une force considérable, aux dents tranchantes, aux écailles solides et à l'esprit sournois. Les classements établis par les elfes font aussi référence à de mystérieux dragons étincelants ou dragons scintillants, appelés Féaloké en Quenya. On ne sait rien de ces créatures qui n'apparaissent pas dans les récits de la Terre du Milieu. On peut y ajouter les Lingwiloké, les dragons des mers ou poissons-dragons qui n'apparaissent que dans les travaux elfiques, encore une fois, et qu'on retrouve a priori dans la créature utilisée dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Impossible d'affirmer avec certitude un lien quelconque avec les dragons créés par Morgoth toutefois. C'est sans doute le bon moment pour évoquer les coursiers ailés des Nazgûl, dont le nom en VO, Fellbeast, est bien plus riche. En effet, l'adjectif fell recouvre en anglais des notions de férocité, de cruauté, de sauvagerie, mais aussi potentiellement de malveillance, de nature sinistre. Ces monstres ailés sont tels des reptiles volants avec un bec et des griffes, mais aucune plume ne recouvre leur cuir épais sur un corps exhalant une puanteur entêtante. Sans certitude à leur sujet, on peut supposer que c'est Sauron qui les a créés à partir de créatures des temps anciens. Ils sont ceux qui se rapprochent le plus de dragons de Sauron, et on peut voir en eux d'une part l'écart de puissance entre Morgoth et Sauron, mais aussi l'obsession du premier pour le chaos et la destruction, tandis que le second compte avant tout sur une obéissance aveugle. D'où la supposition selon laquelle Sauron se serait méfié des derniers grands dragons, trop individualistes, intelligents et incontrôlables. Or, on sait bien que le contrôle est l'objectif ultime de Sauron, celui qui l'a poussé à déverser une grande partie de son essence même dans l'anneau unique pour imposer sa volonté aux autres porteurs. Certes, l'inquiétude de Gandalf quant à une éventuelle alliance entre Sauron et Smaug n'est pas qu'une vaine illusion, et ce n'est pas pour rien que le mage est si actif durant l'année de 1941 du Troisième Âge, alors qu'il mène à la fois la quête avec les nains et Bilbo, tout en participant à l'assaut de Dol Guldur, avec le Conseil Blanc qui décide enfin d'agir et d'entendre ses mises en garde. Pour conclure sur la brève question d'un deuxième âge bien pauvre en dragons, on peut simplement rappeler que oui, les dragons existaient bel et bien à cette époque, et que la série Les Anneaux de Pouvoir pourrait éventuellement en représenter un. Toutefois, si une telle créature avait une quelconque importance dans le déroulement des grandes batailles connues du deuxième âge, alors il s'agirait d'un ajout et d'une invention au bénéfice du spectacle. Je vous laisse juger s'il s'agirait d'une bonne ou d'une mauvaise décision. Les dragons reviennent troubler la vie des peuples libres au Troisième Âge, avec la prépondérance de Smaug bien sûr, même s'il n'est pas le seul dragon nommé de cette époque. En effet, avant Smaug, des nains et des humains ont eu maille à partir avec un dragon dénommé Scatha. Cette histoire se situe aux alentours de l'an 2000 du Troisième Âge, époque à laquelle le dragon en question, rôdant dans les montagnes grises, s'était approprié moult trésors en attaquant des nains. Scatha s'en prenait aussi aux ancêtres des Rohirrim qu'on appelait les Oseodes et qui vivaient au nord entre les montagnes grises, la forêt de Grand-Peur et les montagnes de brume. On manque de détails, mais on peut supposer que Scatha menait des attaques sur les troupeaux, voire certains villages des Éocéodes. Dans la grande tradition de la défaite des dragons chez Tolkien, c'est un homme seul qui vainquit Scatha. Il s'appelait Fram, fils de Frumgar, et il devint le seigneur de son peuple. Malheureusement, le trésor de Scatha ne lui porta pas chance car il refusa de le restituer aux nains qui prétendaient que ses richesses leur appartenaient.
Pire, Fram envoya aux nains des dents du dragon avec un mot qui disait que celles-ci étaient difficiles à obtenir, pas comme leurs précieux joyaux. L'insulte aurait finalement mené à l'assassinat de Fram par les nains des années plus tard. Scafa était sans doute un dragon de froid, mais un spécimen particulièrement grand et dangereux. Il n'était pas le premier grand ver dont la convoitise fut attisée par les richesses accumulées par les nains, et ne fut absolument pas le dernier. En effet, les nains installés dans les montagnes grises furent durement attaqués par plusieurs dragons à partir de l'an 2570 du Troisième Âge, dans ce qu'on appela tout simplement la guerre des nains et des dragons, un conflit qui déboucha malheureusement sur un exode forcé des nains qui désertèrent les montagnes grises en 2589, après 19 années d'une résistance acharnée. Finalement, cette guerre n'était que l'un des épisodes tardifs d'une terreur qui accablait les nains depuis la fin du Deuxième Âge. En effet, on sait que les nains réunirent de grandes richesses, poussés en cela par leurs fameux anneaux, les 7, mais que cela attira l'attention des grands vers, dont certains Uruloki, les cracheurs de feu. Ainsi, au cours de cette vaste période, 4 des 7 anneaux des nains furent fondus ou avalés par des dragons. On sait toutefois via une remarque de Gandalf que même le souffle d'Ancalagon le Noir n'aurait pu suffire à faire fondre l'anneau unique. Puisqu'on parle de Gandalf, le temps est venu maintenant de baliser le terrain pour comprendre le contexte de l'arrivée de Smaug. La première fondation du royaume d'Erebor, mot qui signifie montagne solitaire, remonte aux alentours de 1982 du Troisième Âge, alors que Thrain Ier et son peuple fuyaient Khazad-dûm à cause du Balrog. Toutefois, Thorin Ier, fils de Thrain, abandonna Erebor pour les montagnes grises car elles promettaient de riches gisements. Du fait de la menace constante des dragons de froid évoqués précédemment, un mouvement inverse se produisit 600 ans plus tard. Ainsi, les nains quittèrent les montagnes grises et, avec Thror à leur tête, revivifièrent le royaume sous la montagne en 2590. Une belle période d'amitié avec les humains, de commerce, de prospérité s'ensuivit, du moins jusqu'à l'arrivée fatidique de Smaug. Smaug était considéré comme étant jeune en l'an 2770, lors de son attaque sur la montagne solitaire et le Val, la ville des humains installée au pied d'Erebor. Jeune certes, mais suffisamment puissant pour chasser les nains de la montagne solitaire et réduire la cité de Val en cendres. Il faut dire que Smaug était le dernier grand dragon cracheur de flammes de son époque, et il ne craignait rien ni personne. Cela devint d'autant plus vrai en 2941, au moment de sa défaite, puisqu'il était alors au zénith de sa taille et de sa force. Encore une fois, c'est un humain seul qui parvint à défaire la terrible créature en la personne de Bard, l'archer. C'est la toute dernière flèche de Bard, la flèche noire, héritage de sa lignée, qui parviendra à percer le poitrail du dragon, au défaut de sa cuirasse, et à atteindre son cœur. La puissance destructrice de Smaug ne donne qu'un infime aperçu de celle que pouvait détenir Ancalagon le Noir, ce qui rend la victoire des Elendil sur lui encore plus mystérieuse et légendaire. Même s'il restait certainement des dragons inférieurs après la mort de Smaug, on ne sait rien de leurs méfaits, et bien peu de choses de toute façon sur le 4e âge du monde. Pour être le plus exhaustif possible, je dois mentionner l'existence de 2 autres noms de dragons mentionnés dans les étymologies de Tolkien. Il s'agit de Gostir et de Lamthanc, qui étaient a priori des dragons de Morgoth, mais dont on ne sait absolument rien d'autre que ces noms. Il ne tient qu'à vous dorénavant de laisser libre cours à votre imagination quant aux spécificités et puissances de ces 2 dragons nommés, qui pouvaient être des contemporains de Glaurung ou d'Ancalagon. Des poèmes datant du Haut Moyen-Âge jusqu'aux représentations dominantes de la fantasy de notre époque, les dragons ont une sacrée longévité dans notre imaginaire collectif. Il se pourrait même qu'on retrouve leurs traces dans la campagne en cours de Roll & Play, l'ombre des 12, sachant que le financement de la prochaine saison de l'émission de jeux de rôle se termine ce mercredi 2 octobre, ce qui vous laissera tout juste, j'espère, le temps d'aller les soutenir sur Game on Tabletop. Ils le méritent, vous trouverez un lien en description. Pensez à vous abonner à la chaîne, à essayer Nextory et à laisser un pouce en l'air si vous ne voulez pas tester la sensation d'être mâchouillé par un dragon en bas âge, ce qui pourrait durer un certain temps. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!